C'est dans l'épais brouillard que je me trouvais. Un vrai trouillard, je me cachais. Et c'est luttant contre le souffle glacial et inexorable de ma longue nuit blanche que dans mes idées noires, je retombais. Comment nourrir ce corps assailli par la faim? De quoi vêtir ses membres figés par le froid? Que faire de ce corps sans défense? Soudain, au loin, je distinguais une faible lueur, mais qui, s'approchant, prenait finalement la forme d'un véritable brasier, promettait, apportait le feu sacré aux hommes. Ce corps, je pouvais maintenant le nourrir. Ses membres, je pouvais les réchauffer, et mon être, le protéger. Le feu, désignant les connaissances et la maîtrise des arts, est-ce qu'il améliore la condition de vie des hommes? Est-ce qu'il permet de dépasser sa condition sociale? Oui. Tout comme le feu élève ses flammes vers les cieux, les connaissances et la maîtrise des techniques élèvent les hommes dans l'échelle sociale. En acquérant le feu sacré, les hommes ne pouvaient que s'élever. Prendre l'ascenseur social ne sert qu'à monter. Celui-ci désigne l'ensemble des mécanismes qui permettent à une personne ou à un groupe d'atteindre une classe sociale supérieure et d'améliorer ses conditions de vie. De ce fait, s'éduquer, accroître son capital social, culturel, économique, font partie de l'ascenseur social. Alors je ne nie pas qu'il y a des mécanismes de mobilité descendante, par exemple, se plonger dans la drogue ou être touché par la maladie, sont des mobilités descendantes, mais ne font pas partie de l'ascenseur social, puisque par conséquent, personne ne dépense tout son argent dans la drogue et change de classe sociale en montant. La vraie question, c'est donc de savoir si les leviers qui nous permettent de monter ne nous permettraient-ils pas aussi de descendre? En réalité, non. Parce que les mécanismes de l'ascenseur social servent toujours à l'amélioration des conditions de vie. Quand, de ma torche, j'en allume une autre, la mienne ne s'éteint pas. Le feu se divise et les connaissances se partagent. Mieux encore, elles s'accumulent. Là se trouve la vraie force de l'éducation. Il n'y a jamais de perdant. On le sait, les limites de mes connaissances sont les limites de mon monde. Alors, si je ne connais pas l'existence d'un paramètre, je ne peux pas agir dessus. Donc quand l'éducation élargit ce champ de connaissances, je peux agir plus librement, avec une meilleure compréhension de mon environnement. C'est le début de l'élévation. Quand je comprends qu'investir une partie de mon salaire chaque mois me permet de construire un premier patrimoine, que recontacter cette personne, chef d'entreprise, peut élargir mon réseau professionnel, je commence à m'élever socialement. Alors les résultats ne sont pas forcément immédiats, mais de ce point de vue, on a une progression au niveau intergénérationnel. Ce sont mes enfants qui profiteront de ce nouvel héritage et de ce nouveau réseau. Alors je ne tomberai pas dans la facilité méritocratique de vous dire que quand on veut, on peut, et que seul le travail compte. Même si l'ascenseur social, aujourd'hui, peut être en panne, cela n'enlève en rien le fait que, par essence, son but, c'est bien de monter. Martin Eden, lui, ce marin qui, lorsqu'il n'est pas en mer, écume les bars de centre-ville en quête de compagnons de beuverie et de bagarres à mener. Même lui parvint à prendre l'ascenseur social et devenu auteur à succès, son éducation littéraire ne pouvait que le faire monter, puisqu'elle lui procure de nouveaux points de vue sur le monde et de nouveaux leviers qu'il peut actionner pour progresser dans l'échelle sociale. Et finalement, l'ascenseur social ne permet pas non plus la reproduction sociale. Il faut ici comprendre que les classes sociales, ce n'est pas juste riches et pauvres, mais qu'il y a de multiples strates et que même les riches peuvent devenir encore plus riches, puisque ce n'est pas parce que l'ascenseur social monte lentement qu'il ne monte pas. Les parents riches utilisent des capitaux pour espérer que leurs propres enfants les dépassent. Et si ce n'est pas forcément les enfants directs, ce seront les petits-enfants. Il y a ici une ascension sociale intergénérationnelle. Après, forcément, si je me contente de dilapider mon héritage familial, je vais simplement peut-être me reproduire ou au pire me déclasser. Mais c'est parce que je n'aurais pas utilisé les mécanismes propres à l'ascenseur social. Encore une fois, il ne sert qu'à monter. Alors n'ayez crainte, lire un livre, apprendre votre cours d'histoire ne vous rendra jamais plus bête. Mais méfiez-vous plutôt
de ceux qui veulent vous éloigner de ces mécanismes car ils ont peur que la masse s'élève. Alors si un jour vous voyez cette lueur faible d'une bougie sur le point de s'éteindre, ayez le courage de propager ce feu. Rendez-lui son éclat pour que vous, vos enfants et votre entourage éleviez votre condition. Merci monsieur. Je vais laisser à présent votre contradictrice se lever et vous poser une autre question. À l'heure de l'intelligence artificielle, quel est le rôle de l'ascenseur social qui tend à remplacer la technique? Écoutez, l'intelligence artificielle, elle ne sort pas de nulle part. Elle vient de personnes qui ont su la concevoir, créer les codes qui sont derrière. Donc en fait, c'est simplement de nouveaux métiers qui arrivent et ils sont liés en plus à des compétences techniques. Donc ça va entraîner plus d'emplois sur ce sujet et aider les gens à progresser dans l'ascenseur social. Je vais soulever pour réfuter ce que vient de dire votre opposant. Vous avez 30 secondes. Il y a des métiers qui sont complètement remplacés par l'intelligence artificielle et qui font que y a l'ascension sociale qui devient impossible pour certaines personnes qui stagnent dans leur classe sociale. Alors, deux choses. Premièrement, ces personnes elles peuvent se tourner vers d'autres opportunités. Mais ensuite, encore une fois, ce n'est pas parce qu'ils progressent lentement et le fait qu'ils soient en panne, on peut argumenter sur le fait qu'ils soient en panne aujourd'hui, cela n'enlève en rien le fait que son essence même, c'est d'aider les gens à changer de classe sociale vers une qui est supérieure. Donc même si c'est compliqué, ça n'empêche pas qu'aujourd'hui, si vous faites des études, à la fin, vous avez un potentiel de changer de classe sociale et pas de déclassement. Merci beaucoup. Avec en bas ceux qui vaudraient moins et avec en haut ceux qui vaudraient plus. Qui a décidé de cette hiérarchie? Qui a décrété qu'une classe serait meilleure qu'une autre? Pendant le Covid, on a vu quelque chose de très clair. On a vu que ce ne sont pas les plus riches ni les plus prestigieux qui ont fait tenir la société. Ce sont les caissières, les infirmières, les éboueurs et les livreurs, tous ces métiers qu'on regarde de haut. Les vraies personnes dans la société, c'était eux. Alors, monter quoi, au juste? Monter dans un système qui méprise ceux qui sont pourtant indispensables? Monter dans une hiérarchie inventée, construite pour justifier les inégalités? La vérité, c'est que monter, ça ne veut rien dire en soi. On ne monte que dans un cadre qu'on n'a pas choisi. La valeur d'une personne, je pense qu'elle ne se mesure ni à son salaire, ni à son statut, ni à sa place dans une échelle sociale fictive. Donc il est bien temps d'arrêter de croire que réussir, c'est monter au-dessus de tous les autres. Une fois qu'on atteint une vie décente, de quoi vivre dignement, de quoi manger, de quoi se loger, de quoi avoir du temps, quelle est la supériorité qu'on acquiert par monter? Qu'est-ce que ça apporte de plus en fait, vraiment? Plus d'argent, plus de prestige, plus de pouvoir? On nous fait croire que monter est toujours un progrès. Pourtant, une fois la vie décente atteinte, monter ne répond plus à une nécessité, mais à une logique de comparaison. C'est pas vivre mieux, c'est vivre au-dessus. Au-dessus de qui, de quoi, des autres, toujours. On nous parle d'ascension sociale, mais pourquoi ce mot ascension? Quand personne ne parle jamais de la chute. Un ascenseur, ça va pas seulement vers le haut. Ça descend, ça s'arrête, ça tombe en panne. Et pourtant, dans le discours dominant, il n'y aurait qu'un seul mouvement possible. Monter, monter, encore monter, toujours plus haut. Dès l'enfance, on nous promet une stabilité, des bonnes notes, un bon diplôme, qui nous apporterait une sécurité garantie. Comme si le monde était solide, prévisible, juste. Comme si une fois qu'on était monté, on ne pouvait plus redescendre,
Mais la réalité, elle est tout autre. La vie n'est pas une trajectoire ascendante comme on pourrait le penser et comme elle nous est vendue. Elle est faite de ruptures, d'accidents, de pertes, un accident de voiture, la mort d'un parent, une maladie, un licenciement, un mauvais investissement. Et soudain, tout bascule. L'ascenseur social ne promet pas seulement quelque chose qu'il ne peut pas tenir, en fait, il cache volontairement la possibilité de la descente. Car descendre socialement, c'est pas exceptionnel, on le voit tous. C'est courant, c'est silencieux, c'est honteux des fois. On perd un statut, un revenu, une certaine reconnaissance. On passe d'une place à une autre, plus basse, plus fragile, plus exposée. Et cette chute n'est jamais présentée comme une responsabilité collective. Elle est toujours individualisée. Si tu descends, c'est que tu as mal choisi, tu as mal travaillé, tu as mal anticipé, tu as échoué. Mais peut-on vraiment parler d'échec individuel quand la chute est intégrée au fonctionnement même du système? Le système n'est pas fait pour que tout le monde gagne. Marx nous dit, la réussite de certains dépend de l'exploitation ou de la stagnation des autres. L'ascenseur social promet qu'on peut tous monter, mais c'est un mensonge idéologique. Même avec les mêmes efforts et les mêmes talents, la hiérarchie reste intacte. Le capital économique et social n'est pas réparti équitablement. Le système a besoin de perdants pour que certains gagnent. Alors même si ceux qui ont réussi ne sont jamais en sécurité, des diplômés précarisés, des travailleurs qualifiés remplacés par l'IA, et on nous prépare à réussir mais jamais à tomber, alors non, la question n'est pas seulement l'ascenseur social ne sert-il qu'à monter. La vraie question est plus brutale. Que se passe-t-il quand on descend? Qui protège ceux qui chutent? Qui reconnaît que la descente n'est pas une faute morale mais une possibilité sociale à tous? J'ai pendant longtemps été un mendiant de l'amour. Riche en argent, en idées, mais pauvre en amour. Il m'a suffi pourtant d'un seul regard, d'un seul baiser, pour faire évaporer toutes ces lacunes, toutes ces heures de lamentation, toutes ces heures de tristesse et ces mentalités obsolètes qui poussent l'homme vers le pire. J'ai embrassé l'amour et elle m'a embrassé en retour. Ma pauvreté de cœur s'est alors évaporée. Il ne suffit que d'un exemple pour montrer que la pauvreté est délibile. Délibile signifie qu'il peut être effacé. Et si la pauvreté s'est effacée rien qu'une fois, ça veut dire qu'on peut l'effacer et qu'elle est délibile. Donc mon contradicteur, il faudra que vous trouverez que tous mes exemples soient faux pour vous donner raison. La pauvreté, c'est un manque de ressources. Elle peut être physique ou morale, cela ne change rien. Mais elle n'est pas un rapport aux autres. C'est un rapport de soi à ses besoins. Et c'est précisément pour cela qu'elle est effaçable. Car un manque, par définition, peut être comblé. À une échelle individuelle, c'est évident. On peut donner de la nourriture à l'affamé, donner des chaussures aux va-nu-pieds et donner de l'amour aux désespérés. Certes, on peut y rester pendant très longtemps, voire toute une vie. Mais on peut toujours apporter ce qu'il faisait défaut. Elle est condition et non essence. Et les tâches, les marques, les réminiscences que la pauvreté aurait pu créer sont aussi effaçables. Ces marques, quelles qu'elles soient, ne sont pas une fatalité. On n'y est jamais contraint. L'humain possède des facultés intellectuelles, enfin pour certains, qui permettent de changer ses propres mentalités. Nous ne sommes jamais liés à vie, à quelque mentalité qu'il soit. Sinon, ça serait une maladie, un trouble. Imaginons un ancien pauvre qui a fait fortune. Au bout de 70 ans, il oublie. Il est dans son palace, il a oublié tout ce que la pauvreté l'avait impacté. Il a tout oublié. Et par la même occasion, ses enfants, eux, n'auront jamais connu la pauvreté.
Et donc, la pauvreté s'efface par le temps et par les générations. Oui, ce n'est pas souvent le cas, ou n'est pas tout le temps le cas. Et mon contradicteur vous donnera des exemples. Mais ce qui est important, c'est de prouver que cet exemple est faux. Passons maintenant à l'échelle collective. Pourquoi existe-t-il de la pauvreté dans le monde? Parce qu'il y a un manque de ressources et une accumulation excessive à certains endroits. Car objectivement, il existe un seuil où les ressources physiques exploitées et les besoins humains s'égalent, voire on a plus de ressources. Bref, il y a moins d'humains, on a plus de blé. Car objectivement, il existe... Par une organisation politique, par des systèmes plus justes, ou peut-être par des mécanismes automatisés, des robots qui sachent des IA, peut-être qu'on pourrait trouver une société où la faim, la soif, l'accès aux soins, la pauvreté en général sera comblée. Il existe cette société. Mais alors une question demeure. Si la pauvreté réelle est effaçable, pourquoi persiste-t-elle? C'est ici qu'on distingue deux points. La pauvreté concrète, un manque réel, celle que nous avons prouvé qu'elle est effaçable chez l'individu et en société, mais aussi la pauvreté perçue. C'est un manque ressenti, créé, presque entretenu par nous-mêmes. C'est une définition alambiquée, à vrai dire, car ce n'est pas parce qu'on se sent pauvre que nous sommes pauvres. Mais bref, ce manque, là, a été décrit par Schopenhauer. L'existence oscille entre la souffrance du manque et l'ennui de la satisfaction. Le manque fait souffrir, mais son absence ennuie. Et peut-être c'est là le cœur du problème. Nous pourrions sortir du manque, mais nous nous y accrochons. Parce qu'il donne un mouvement, un désir, un sens. Sortir du manque, c'est affronter le gris de l'ennui. Nous pourrions effacer notre misère, tout ce manque créé, mais nous préférons conserver une certaine forme de manque, non pas par incapacité technique, nous pouvons l'effacer, mais par choix implicite. Prométhée nous a donné le feu. Je vais vous transmettre la torche de l'espoir. La pauvreté réelle est effaçable à l'échelle individuelle et collective. Il est possible d'agir, de réduire au maximum la pauvreté dans le monde. Celle qui tue, qui affame, qui asservit. Nous sommes libres. Veuillez vous rasseoir. C'est toujours messagerie, mais merci monsieur. Je laisserai du coup votre contradictrice, non pas votre contradicteur, se lever pour vous poser une autre question. Je vois pas les genres. À un moment, vous avez dit que le manque peut être comblé et donc effacé. Est-ce que c'est vraiment vrai? Tout le monde peut être comblé, c'est même vraiment la définition d'un manque. Si le manque, il manque quelque chose, comme imaginons, regardez, la faim, elle peut être comblée par de la nourriture. Mais en quoi le manque avant, il est effacé? En quoi le fait de combler par n'importe quelle nourriture, n'importe quel besoin matériaux, enlève cette sensation, l'efface? Dans un monde où la seule visibilité et reconnaissance est faite par son statut, la pauvreté restera comme une trace indélébile d'une souffrance présente ou passée. À différents degrés, la pauvreté, nous l'avons tous vu. Un voile s'abat sur la personne, lui laissant à nu sa propre existence face au combat qu'il faut gravir pour se sauver. La pauvreté matérielle démunie, elle laisse sombrer parfois certaines morales vives. 9,8 millions de Français se retrouvent à devoir penser chaque jour au caractère tangible de leur vie, et ce, avec un toit. Qui n'a jamais vu cette angoisse liée à une quête d'argent pour vivre, pour pouvoir réaliser son potentiel? Qui ne s'est jamais vu un jour tout perdre? Triste pauvreté,
celle qui possède un toit. Et encore, je ne parle pas de celle qui n'en a plus. Les gens qui n'ont plus d'espoir, les gens qui ne peuvent même plus penser, et tentent courageusement de survivre. Aujourd'hui, vous vous dites peut-être que ça va, on en croise peu dans la rue. 350 000 personnes. 350 000 personnes se retrouvent sans logement fixe. Ces gens que l'on croise dans la rue trop souvent, dans des associations, traversent de la souffrance. Se sentant invisibles, leur existence n'est que maintien du corps. Comment penser au reste? Comment se relever s'il est déjà impossible de savoir comment le jour va se terminer? Ces statuts de pauvreté matérielle suppriment le sentiment d'appartenance au monde. Qu'est-ce que vous vous dites quand vous croisez quelqu'un dans la rue? Il fait partie de mon monde? Le déterminisme inégalitaire de la condition sociale de départ renforce ce combat qu'il va falloir mener pour s'en sortir. Car la pauvreté comme condition sociale peut être comparée à une maladie chronique qui ne part jamais. Tout cela constitue un statut, une identité qui existe ou a existé chez une personne. La pauvreté morale, quant à elle, peut être accompagnée de richesses matérielles. Mais celle-ci marquera un décalage avec les sages les plus avancés. Donc, une souffrance interne aura lieu aussi. Maintenant, il faut concéder que la réussite matérielle est tout de même possible, malgré plus de difficultés et d'inégalités. Anthony Bourbon, grand investisseur, ne fait que répéter qu'il s'est retrouvé à la rue et pourtant il a réussi. Mais nous parlons ici du caractère indélébile de la pauvreté. Justement, le fait de placer constamment qu'il a été à la rue montre que cela ne s'effacera pas. Vous croyez que cette expérience de souffrance s'effacera comme un moment anecdotique? Ça y est, je suis devenue riche. La pauvreté derrière moi, elle est effacée. Vraiment? Qui devient amnésique au point de n'avoir plus de ressenti sur sa condition précédente? Les femmes, telles que Véronica, Nikki, son petit pseudonyme, et Marie m'ont montré que dormir dans la rue ne pourrait jamais être oublié. Cela s'inscrit tel un tatouage gravé qui ne peut s'effacer. Les besoins sont peut-être dissipés, mais la pensée, l'esprit n'oublie pas. La mémoire autobiographique stocke tous les événements fondamentaux d'une vie. Elle sert à constituer le sentiment d'identité. L'identité est la conscience que l'homme a de soi-même. Cette identité ne peut négliger des événements qui ont contribué à la conception de sa propre personne. Car la vie est une succession de moments qui construit la personne. Les choses matérielles viennent et partent, mais l'esprit et le corps marquent en eux les situations liées à des émotions, liées à l'expérience, liées à la santé. Isolé de tout lien social, si ce n'est pour demander à un tierce de l'aide, ce quotidien marque une cicatrice en l'humain. Ces formes de pauvreté, celles qui abattent réellement, ne laissent aucune liberté et rendent l'homme pauvre, dépendant dans ses choix. Ainsi, cette dépendance et non l'interdépendance fonctionnelle de la vie occasionne une rupture de liberté. Il est impossible de dire que cette expérience de souffrance peut s'effacer. La condition n'est peut-être pas la même, mais elle n'efface pas le vécu effroyable d'un moment de vie ou d'une vie. Merci madame. Je vais donc laisser votre contradicteur se lever et vous poser une question. C'est pas votre discours. Pourquoi vos exemples prouvent l'incapacité des miens? J'ai jamais prouvé que ce que vous avez dit dans votre discours était faux. Et d'ailleurs, à un moment, je l'ai formulé, la réussite est possible. Mais là où j'axe mon discours,
c'est que la réussite est possible, mais le marqueur dans la pensée sera toujours présent. Justement, j'avais fait aussi un exemple qui prouvait que un marqueur dans la pensée pouvait ne pas être présent. Mais dormir dans la rue, c'est probablement aussi, j'ai d'ailleurs déjà dormi dans la rue, mais comme n'importe quel événement d'une vie, elle laisse des souvenirs, des idées. Mais parfois, on oublie. Une personne qui a été milliardaire, j'ai oublié le nom de la personne que vous avez citée, à 70 ans, à 80 ans, il oubliera. Il sera bien dans son lit. Eh bien, excusez-moi de vous dire, mais je ne pense pas. Je pense que la vie est une succession d'événements, effectivement, et que ce qui nous construit est cette relation entre les événements. On ne peut pas oublier quelque chose qui a été atroce, une souffrance. Ça veut dire que tous les moments joyeux seraient revenus à la fin. Merci beaucoup. L'ascenseur social ne sert-il qu'à monter? Mais monter, c'est quoi? C'est qui? C'est où? Beaucoup de questions se sont posées pendant le discours de la première oratrice de la négative. Mais en réalité, on a eu très peu de réponses. Vous rejetez le concept même de classe sociale. Mais est-ce que vous êtes déjà allé dans la rue? Allez demander à un éboueur s'il ne préférerait pas être à la place de Bernard Arnault et je pense pas qu'il vous réponde que les applaudissements à 20h, ça lui suffit pour manger le soir. Rendez-vous compte de la position que vous affirmez là. Les classes sociales existent. Ce serait un non-sens de prouver le contraire. Et au-delà des classes sociales, l'élévation est multiple, comme l'a prouvé Corentin. L'élévation intellectuelle, l'élévation morale, l'élévation religieuse même. Toutes ces choses-là sont importantes. Vous ne les avez même pas considérées dans votre discours. Les questions que vous avez posées sont révélatrices de votre pensée. Et c'est là bien pourquoi nous gagnons, puisque nous vous prouvons les sujets sur de multiples champs que vous n'avez pas considérés. C'est là la première contradiction que vous faites. Mais ça ne s'arrête pas là. Un ascenseur, ça descend, vous nous dites. Alors oui, très belle observation, mais on parle là d'un ascenseur métaphorique. C'est deux choses qui sont très différentes. Et quand bien même je vous passe l'incompréhension, peut-être, c'est quand même compliqué un ascenseur. Mais nous vous avons précisément dit les cas dans lesquels on descendait. Très souvent, c'est la drogue, la dilapidation du capital. Ce ne sont pas des mécanismes qui nous permettraient de monter. Corentin, vous avez pourtant expliqué. Comment est-ce que vous pourriez gagner? Répondez à la question, pourquoi est-ce que la culture, l'école, nous permettrait aussi de descendre ou de faire autre chose que de monter? Vous ne l'avez pas fait. À la place, vous nous avez parlé de qu'est-ce que la culture, finalement, qu'est-ce que vraiment la pauvreté, est-ce qu'au final, ce serait pas si mal? Vous vous drapez dans la critique de la société tout en glorifiant la pauvreté. En faisant cela, vous faites le jeu des privilégiés. Vous leur dites aux défavorisés, non mais au final, l'ascenseur social, c'est pas si bien, ça marche pas vraiment. Non, en fait, votre condition, c'est pas si mal, regardez. Finalement, c'est quoi être pauvre, être riche? Il n'y a pas vraiment d'échelle. Et en faisant cela, vous ridiculisez vous-même votre critique de la société qui vous tient tant à cœur. Et maintenant, sans parler de la cohérence entre vos deux orateurs, puisque la pauvreté que vous citez dans votre cas, ne pas avoir de toit sur la tête, en réalité, c'est très facile à combler, comme l'a montré Alaric. Vous sapez le discours de votre deuxième oratrice, que nous allons maintenant aborder. Si la seule reconnaissance, comme vous le dites, dans votre introduction, c'est votre première phrase, si la seule reconnaissance est liée à son statut, donc les pauvres, on les reconnaît ou on les reconnaît pas finalement? J'aimerais bien savoir, parce que là ça fait quand même beaucoup de contradictions entre vos deux orateurs. Pourquoi votre première oratrice parlait de celle qui était donnée aux soignants? Eh bien écoutez, on ne sait pas. Ah si on sait, vous vous contredisez. Puis vous nous dites pendant 1 minute qu'il y a plein de pauvres. Alors oui, peut-être que vous les remarquez plus si vous les voyez comme des malades sclérosés, mais en réalité, vous enchaînez ensuite votre discours par des exemples de personnes que vous estimez, comme Anthony et Niki. Ah ouais, ça doit être vrai, puisque Niki l'a dit. Mais en réalité, peut-être que nous pourrions élever un petit peu le débat. Nous vous avons expliqué pourquoi est-ce que les exemples ne suffisaient pas dans votre cas. L'indélébilité ne peut pas se prouver par un exemple. Oui, j'ai mis un trait de marqueur sur le tableau et je ne l'ai pas effacé. Bon, bah d'accord, est-ce que ça veut dire que le marqueur en lui-même est indélébile? Non,
Pas du tout. En revanche, si une seule fois, j'ai effacé ce marqueur, il ne pourra jamais être indélébile. Évidemment, je l'ai effacé une seule fois, il ne peut pas ne jamais être effaçable. Et donc, l'exemple d'Alaric reste toujours. Vous n'avez pas su comment le rétorquer. Vous n'avez pas dit que son exemple était faux. Et c'est bien pour cela que nous gagnons. Puisque l'exemple de la personne qui, au fur et à mesure du confort, des brunchs, des salades, oublie sa condition de pauvreté, qui était peut-être passagère ou quand il était très jeune. Peut-être qu'il l'a oublié, c'est possible. On ne vous dit pas que ça arrivera tout le temps. Évidemment, ça se saurait qu'être pauvre, c'était facile de s'en sortir. C'est pas cela que nous disons. Maintenant, nous vous avons prouvé qu'au moins sur cet exemple, il était possible de s'en sortir. Alors maintenant, élevons un petit peu le sujet. Qui a intérêt à ce que la pauvreté ne soit pas délébile? Car la pauvreté persiste, non pas par manque de richesse, elle persiste par manque de volonté. Nous pourrions ne manquer de rien, et pourtant on nous répète l'inverse. On nous martèle que sortir de la pauvreté est impossible, que l'ascension est un mensonge, que l'ascenseur social est une illusion dangereuse. Et cet argumentaire est nuisible à la société, parce qu'il sème le désespoir, parce qu'il dit aux plus pauvres « restez à votre place », Veuillez conclure. parce qu'il éteint la colère avant qu'elle ne naisse, et ce désespoir-là fait le jeu des puissants. Prométhée, c'est la société. Elle a volé le feu, le savoir, la richesse, la culture pour l'offrir aux humains. Mais Zeus aujourd'hui, ce sont les puissants. Et le châtiment n'est plus une chaîne, c'est un éclair. La peur du déclassement, la concurrence permanente, l'illusion de l'ascension. On nous apprend à regarder l'ascenseur comme une menace. La pauvreté est délébile, à condition de défier l'Olympe. Je vais laisser votre contradicteur se lever et vous poser une question. Merci beaucoup pour votre discours. Je voulais rectifier simplement dans votre propos. Vous nous tenez la pensée qu'on cherche à glorifier la pauvreté. Alors je voudrais revenir dessus et... Veuillez poser une question. Oui. Simplement, pourquoi vendre la montée à tout prix? Écoutez, pourquoi vendre la montée à tout prix? C'est pas la montée des pauvres vers les riches. On ne pourra pas tous être riches, c'est évident, c'est pas ce que nous défendons. Simplement, il est intolérable que toutes ces personnes dorment sans abri. Il est intolérable qu'il y ait des personnes qui soient aussi pauvres et des personnes qui soient aussi riches. C'est cela que nous défendons. Nous ne défendons pas la montée vers le 7e ciel et que tout le monde soit Bernard Arnault. Au contraire, nous voulons simplement que tout le monde s'élève d'un monde où ils n'ont rien à un monde où ils ont ce qu'il faut pour survivre. Une réputation. Dans cette idée de montée, ne sommes-nous tous pas le pauvre d'un autre? Je veux dire, qu'est-ce que la vie décente, finalement, dans cette pauvreté? Nous aurons toujours des critères plus élevés en fonction que la société monte. La pauvreté restera donc. Mais écoutez, déjà, non seulement vous ne réfutez pas la montée, puisque, évidemment, allez expliquer à une personne qui va mourir de faim que, finalement, elle voudra toujours plus. Et simplement, ce qu'elle veut, c'est un quidon de pain. C'est pas si complexe à réaliser. Monsieur, revenez dans la réalité. Les pauvres, c'est pas des gens qui n'ont pas assez, qui n'ont pas eu le dernier Goncourt. C'est des personnes qui n'ont pas assez à manger. Donc maintenant, si vous nous dites que oui, mais les pauvres voudront toujours plus, c'est une rhétorique qui est dangereuse. Et ça, nous vous le disons et vous l'affirmons. Prendre l'ascenseur. Dans tout ce que vous m'avez décrit, ça paraît si simple, en accordant qu'il ne fasse que monter. On appuie sur un bouton, et hop, on s'élance à travers les étages, et on peut arriver jusqu'au sommet. Or, force est de constater que dans notre société, tout n'est pas aussi facile. Ainsi donc, si je suis pauvre, je n'aurai qu'à exprimer ma volonté en appuyant sur le bouton, puis me laisser guider par la société. Ce doux rêve est ce qui est prôné par l'ascenseur social. Mais où est-il donc cet ascenseur? Est-il en panne? A-t-il seulement existé? Car j'ai beau appuyer de toutes mes forces sur ce bouton, l'ascenseur refuse de monter. Et dès lors que je n'ai plus d'ascenseur, c'est vers l'escalier que je dois me tourner. L'escalier social, que je dois monter, gravir à la force de mes jambes. Cet escalier a été nommé dans les années 50 la méritocratie. Si votre travail le mérite, si vous vous investissez, alors la société vous le rendra et vous élèvera. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a des concours pour des écoles ou des postes d'administration publique. Tout le monde est à égalité.
et le travail de chacun sera récompensé à sa juste valeur. Et pourtant, sommes-nous vraiment à égalité? La méritocratie n'est-elle pas qu'une illusion? Eh bien si. Et c'est d'ailleurs ce qu'affirme David Guibault, haut fonctionnaire, en disant que la méritocratie est la bonne conscience des gagnants du système. Elle est un concept utilisé par les gens d'en haut, ceux qui ont réussi, ceux qui vous regardent de haut et disent « quand on veut, on peut ». Mais ce qu'on oublie, c'est le bagage culturel, ce capital immatériel mis en avant par Bourdieu, ce capital qui fait que face à un même concours, l'épreuve sera une montagne pour certains et une plaine pour d'autres. Et qui est le plus méritant? L'homme de la plaine, qui a tout reçu depuis sa naissance? Ou bien l'homme de la montagne, qui ne cesse de travailler sans garantie de succès? Qui est le plus méritant? Celui qui réussit son concours grâce à son expérience de vie? Ou celui qui le rate malgré un travail acharné? Non, décidément, les marches de notre escalier social sont bien inégalitaires. Notre système n'est pas fondé sur le volontarisme du « quand on veut, on peut », mais bien sur celui du « quand on peut, et puis tant pis pour ceux qui veulent ». Sans d'ailleurs s'arrêter sur les véritables méritants de notre société évoqués tout à l'heure, ceux qui travaillent d'arrache-pied dans nos champs, nos hôpitaux et nos supermarchés. Mais après cette triste constatation, prenons maintenant du recul. On s'interroge depuis le début sur l'ascension sociale, la pauvreté, la finalité de l'homme dans la société. Mais pourquoi chercher à s'élever? Pourquoi cette obstination pour atteindre les strates les plus hautes de notre société? Pour fuir la pauvreté? C'est une revendication légitime. Mais alors pourquoi ne pas s'arrêter lorsqu'on a un niveau de vie décent? Lorsque nous ne sommes plus dans une pauvreté matérielle? Si tant est qu'on arrive à s'en débarrasser. Plus profondément, derrière cette course effrénée, cette ascension désirée, il y a la recherche du bonheur. Si j'ai de l'argent, si j'ai du pouvoir, si je suis en haut, alors je serai heureux. Quelle douce illusion! Dès lors, une fois que nous avons de quoi vivre, ce qui répond à nos besoins fondamentaux en tant qu'hommes, pourquoi se perdre à regarder ailleurs, dans l'herbe du voisin qui semble être plus verte? À force de vivre en regardant ailleurs, on en oublie de vivre notre vie, de chercher le bonheur qui se trouve au présent, et pas dans la contemplation d'une idée éloignée. Car même dans la plus grande richesse peut résider une pauvreté. Celle d'un homme qui ne sait pas s'arrêter, celle d'un homme isolé, celle d'un homme que la société a consommé, qui tente à tout prix de rester bien placé, quitte à devoir s'emmurer, car pour être en haut, c'est souvent le prix à payer. Ainsi, il ne faut pas chercher à s'élever pour s'élever, mais plutôt chercher de la place dans la société qui nous correspondra véritablement, que ce soit en tant qu'artisan, PDG ou paysan, car les vrais méritants de notre société ne sont pas toujours ceux qui sont le plus valorisés. Trouver sa place, pas celle de la supériorité, mais celle qui nous est destinée. Monsieur, en quoi est-ce que la difficulté de monter implique que l'ascenseur ne monte pas? Eh bien, la question que vous me posez est intéressante pour que je puisse préciser ce point. Effectivement, voyez-vous une difficulté dans le fait d'appuyer sur un bouton et de simplement monter? Eh bien, moi, je n'en vois pas. Et c'est, je trouve, le piège de l'expression ascenseur social. Et c'est pour ça que je l'ai décliné en escalier. Parce que l'escalier rend plus compte de cette difficulté, justement, cette marche à franchir, cette difficulté que j'évoquais d'ailleurs dans les inégalités du système ensuite. Donc l'ascenseur n'est pas résulte d'une difficulté, ne montre pas, cette difficulté, ce que l'escalier fait bien plus.
écoutez, si vous voulez avoir une métaphore pour remplacer la métaphore initiale, c'est tout à votre honneur, mais vous ne réfutez en rien le sujet, ce qui est quand même dommage dans un exercice de plaidoirie. Mais maintenant, monsieur, vous ne pouvez pas manger votre mérite. Au-delà de ça, pour un petit peu dépasser juste cette rétorque-là, vous pouvez manger votre mérite. Donc nous, ce que nous défendons, c'est simplement pour les pauvres de s'élever à un stade où ils peuvent au moins manger quand bien même ils ont du mérite. Et ça, nous sommes d'accord, mais dans ces cas-là, pourquoi prenez l'ascenseur social dans toutes les strates de la société? Pourquoi la personne du milieu moyen devrait-elle forcément monter, aller plus haut? Là, nous sommes d'accord, la pauvreté doit être bannie, c'est clair. Mais la question est pourquoi continuer ensuite cette montée? Pourquoi ne pas s'arrêter une fois que la pauvreté a été dépassée? Merci à vous deux.